Bonjour à tous et bienvenue dans Inemployable, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs qui ont pris leur passion comme CDI. Parce que notre temps, j'estime qu'il est, qu'il est inestimable. C'est la meilleure ressource qu'on a. Voilà, pour moi, travailler dans un CDI, c'est vendre son temps en fait. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser une évaluation, que ce soit sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast. Et sur ce, place à l'interview. Café, brioche, c'est parti. Bonjour Eman. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu as un parcours assez atypique. Alors tout d'abord, t'es pas français, tu viens du Maroc et ça fait quelques années donc, que tu es arrivé pour tes études d'ingénieur à Lille et tu as commencé à entreprendre dans ces années-là, je crois, c'est ça ? Exactement. Dans le domaine du web et de la tech, grâce à ton entreprise Razorback. Et j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Alors tout d'abord, la question que se posent les 3 personnes qui écoutent ce podcast, qu'est-ce que c'est Razorback ? Alors Razorback, c'est l'entreprise qui a aujourd'hui pour vocation d'accompagner les entreprises du coup dans leur transformation digitale. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, on va aller chercher des petites entreprises, des PME qui n'ont pas de présence sur Internet. On va essayer de développer leur présence du coup sur Internet afin d'élargir leur clientèle et leur audience, tout simplement. D'accord. Et globalement, donc les services que vous proposez, c'est des sites vitrines, des choses comme ça ? Exactement, mais pas que. En fait, c'est une approche qui est 360 degrés. On regarde aussi les réseaux sociaux, on essaie de développer plein de choses autour du site web, en fait, parce que si on prend un exemple, par exemple, d'une marque de vêtements, par exemple. Ok, on va faire un site, un e-commerce, mais il faut ramener des gens sur le site, il faut ramener un trafic. Donc, on essaie aussi de driver ce trafic-là. Grâce à plusieurs techniques, on parle de SEO, on parle de AdSense, de plein de techniques qui permettent justement de faire venir du trafic. Donc c'est pas juste donner une plateforme, c'est aussi faire ramener du monde sur cette plateforme-là. Donc vous êtes une agence web un peu qui touche à tout, donc aussi aux réseaux sociaux, etc. Exactement. Ok. Et ça fait combien de temps que tu diriges cette entreprise ? T'es seul ou avec un associé ? Je suis associé avec Louis Dalande. Donc c'est une personne que j'ai rencontrée tout bêtement dans une soirée. On s'est rendu compte en fait qu'on avait le même passé en fait, parce qu'on travaillait sur les mêmes projets sous des pseudonymes, on va dire, et on s'est rendu compte en fait qu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs années sans réellement se connaître. Et c'était une surprise de. Vous avez travaillé ensemble sur des projets comme ? On travaillait en fait sur des projets de jeux à l'époque, donc c'était on peut parler de Dofus, de Habbo, de plein de jeux comme ça, et de Minecraft aussi. Donc on faisait des serveurs, on essayait de. Donc vous avez déjà travaillé sur un projet commun ? Exactement. Sous pseudonyme. Exactement. Donc ça c'est quand même un truc de ouf. On se connaissait pas du tout. Enfin en tout cas on connaissait pas nos vrais noms, on va dire. On avait des pseudonymes. Ce jour-là, on s'est rencontrés. Il m'a dit son pseudo, je lui ai dit le mien. On s'est rendu compte que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais. Donc c'est à dire que ce mec, tu le rencontres en soirée. Ouais. Et tu travailles avec lui depuis déjà combien de temps ? 1 an ? Là, ça fait plus de 3 ans. Là, actuellement, mais en fonction avec les pseudos, Minecraft, Dofus, etc. Ça va faire je pense que je devais avoir à cette époque-là 12 ans à peu près, entre 12 et 14 ans. Donc ça doit faire au moins 10 ans qu'on a travaillé pour la première fois en tout cas. Mais... C'est comme un coup de fou d'entrepreneuriat entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent leur CTO notamment, tu peux le dire, qui cherchent vraiment activement leur CTO, qui ont recours à leur réseau, etc. Et toi, pas besoin quoi. C'est une vraie chance. Oui, franchement oui, parce que je pense que l'alchimie qu'il y a entre les associés, en fait, les associés fondateurs, c'est quelque chose de primordial parce que au début, quand vous êtes que 2, vous travaillez qu'à 2 et il faut qu'il y ait vraiment une grosse alchimie entre vous deux. Et le fait qu'on s'est connus avant, qu'on ait travaillé avant, ça nous a permis de gagner du temps sur cette période où tu es en train d'acquérir des automatismes avec ton associé. Donc oui, ça a été une période très très bien pour nous. Et puis vous avez le même âge ? Même sorte d'intérêt, vous êtes potes à la base quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'était plus des potes. D'ailleurs, si je peux te raconter l'histoire, c'est pourquoi on a créé l'entreprise à la base. Il faut savoir qu'elle n'avait pas du tout la même vocation qu'aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rencontrés, on a dit, maintenant qu'on se connaît dans la vraie vie, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Autre que Minecraft quoi. C'était pour Minecraft. On voulait refaire un serveur Minecraft. Et un jour, il me contacte, il me dit, ouais, en fait, il y a ma mairie qui a besoin de faire un site web, etc. Je lui dis, ouais, ok, on le fait, sauf que pour travailler pour une mairie ou une municipalité, etc., il faut une structure. Il faut une structure légale et juridique. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit on va créer une entreprise juste pour pouvoir facturer. Et au fil du temps, ça s'est développé et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Vous êtes développé grâce à votre réseau, principalement recommandations, choses comme ça. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui lance son agence web aujourd'hui, comment tu lui dirais
Tu lui donneras des conseils pour trouver ses clients? En tout cas, je pense pas avoir la science infuse dans ce domaine-là. D'ailleurs, mon associé, c'est plus ou moins lui en fait qui s'occupe de chercher des clients. Ouais. Mais oui, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup de bouche à oreille en fait, et c'est des personnes avec qui vous travaillez, qui vous ouvrent des portes au final. Ok. Et voilà, ça se fait tout simplement comme ça. Et je suppose que bien sûr dans l'agence coder est une compétence indispensable. Pour une agence web, oui. Ouais. Et toi, tu sais coder donc dans quasi tous les langages, Java, etc. Il y a pas de. Enfin, pas tous les langages, mais en tout cas, je maîtrise les langages du web. Donc, je fais du full stack, en fait. Je fais principalement du PHP et JavaScript. Mais oui, à côté, on peut, des fois, on peut toucher à d'autres langages, du Ruby, du Python ou du Java. Et toi et ton associé, les deux savent coder sans problème? Alors non, mon associé il a fait 42 mais il a arrêté parce que en fait c'est quelqu'un qui est très, il a une réflexion très algorithmique, très rationnelle, mais qui n'aime pas en fait se poser devant un ordi et coder tout simplement. Ok. Donc il n'a pas cette patience là, mais il comprend tout ce que je fais et c'est un point très très important parce que ça permet en fait de mieux communiquer avec les clients puisque c'est lui qui a le contact avec les clients et du coup il fait l'intermédiaire entre moi et le client et c'est quelque chose de très important. Donc vous êtes quand même assez complémentaires. C'est un peu le conseil pour trouver un associé. Quoi. Exactement, parce qu'il faut savoir que les clients, ils n'ont pas du tout le même langage que quelqu'un qui développe, quelqu'un qui code. Donc avoir cette personne-là qui agit comme intermédiaire, c'est quelque chose de très intéressant. Ok. Et du coup, là, tu m'as parlé tout à l'heure des serveurs Minecraft à 12-13 ans, c'est ça? Ouais. Comment t'as appris à coder? T'as appris à coder grâce finalement aux jeux vidéo? Pendant que t'étais petit, c'est vraiment une passion, quoi. C'est venu tout seul, quoi. C'est exactement ça. En fait, je voulais juste faire mon propre jeu, moi aussi. Et je me suis lancé là-dedans. Au début, c'était juste modifier des petites pages web HTML. C'était pas grand-chose. Mais au fil du temps, en fait, on veut faire des choses un peu plus poussées. Donc, on commence à apprendre des techniques, etc. Et on s'en rend même pas compte. On passe 2-3 ans et au final, on maîtrise un langage. Ouais, en plus c'est ça qui est fou aussi sur Internet, c'est que tu as toutes les ressources à ta disposition, quoi, gratuitement, sans problème. Oui, quoi. Oui, franchement, Internet aujourd'hui, si on n'en profite pas, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'il y a tout sur Internet, en fait. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin aujourd'hui sur Internet pour faire absolument tout, y compris entreprendre. Ok, mais sachant que tu es marocain, est-ce que tu avais un problème avec la langue française ou anglaise, surtout sur Internet, quoi, ou t'as appris, à l'école ou sur ta... Déjà par rapport à la langue française, moi, j'ai eu la chance un peu de faire mon éducation dans le privé au Maroc et le niveau français il est quand même assez élevé. Ouais. Ensuite, comme je jouais souvent en fait sur les jeux vidéo, j'étais souvent en vocal avec des Français, des francophones. Du coup, en fait, j'ai rapidement appris la langue de manière assez naturelle. Mais pour revenir sur l'anglais, c'est très très important l'anglais au fait, parce que aujourd'hui sur Internet, la majorité des ressources qui existent, elles sont écrites en anglais, ce qui est logique parce que c'est la langue qui est la plus parlée au monde. Et il faut absolument maîtriser l'anglais, enfin pas le maîtriser à fond et être un expert en langue anglaise, mais au moins savoir lire un texte avec quelques mots techniques, etc. Sans problème, donc, savoir communiquer, quoi. Pas forcément communiquer, mais en tout cas savoir lire, parce que on est plus l'anglais c'est plus pour apprendre, en tout cas en France. Okay. Et après pour communiquer avec les clients, évidemment c'est du français. Ok, donc là pour l'instant t'es encore étudiant. Exactement. Donc t'as le fameux statut franco-français de entrepreneur étudiant. Enfin, tu l'as peut-être pas officiellement, mais c'est un peu le statut que tu as à l'intérieur de l'école, sachant qu'on est dans la même. Comment tu ressens cette vision des autres par rapport à l'administration, notamment de l'école, des gens un peu plus, on va dire, dans le monde qui n'est pas l'entrepreneuriat, le monde professionnel du salarié. Est-ce que tu ressens pas une vision, en fait, qu'on te dit pendant tes études, c'est bien, tu peux faire tes petites choses à côté entrepreneuriales, mais à la fin du master, à la fin du bac plus 5, il va falloir rentrer dans la vraie vie, quoi. Pas dans les je fais des sites internet. Alors moi j'ai eu en tout cas l'impression que les gens en fait, quand tu es étudiant, que tu veux entreprendre, les gens ils vont te dire ok vas-y, il faut entreprendre, etc. Mais quand il faut prendre des décisions, il faut faire des gros sacrifices, les gens ils vont quand même tendre vers les études parce que c'est quand même la solution de la sécurité. Donc oui, il y a des problèmes, il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Et c'est sûr que c'est pas du tout facile d'entreprendre et de faire ses études en même temps parce que c'est quand même deux activités qui sont chronophages. Mais c'est une question d'organisation, je pense. Il faut savoir s'organiser pour valider ce qu'il faut valider en école et à côté travailler ses projets et respecter ses deadlines. Donc c'est quand même un jeu assez compliqué, je trouve, assez subtil. Mais je pense qu'en faisant tous les efforts nécessaires, on peut y arriver et réussir les deux en fait. Ok.
Ok, mais après, il y a quand même pas mal d'avantages. Moi, j'ai remarqué, de mon expérience personnelle, en étant étudiant entrepreneur, c'est que tu as toujours un backup, un plan B, quoi. Entre guillemets, si ton entreprise, elle marche pas, tout simplement. Mais c'est aussi un désavantage. Donc, je sais pas comment tu vois la chose. Au niveau désavantage, c'est un désavantage parce que peut-être inconsciemment, tu fais pas la chose à fond, quoi. C'est sûr qu'à un moment donné, en fait, il y a un des deux qu'on va pas faire à fond, c'est sûr. Parce que des fois, en fait, on est obligé de surperformer, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Et ça se fait un peu au détriment de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, en fait, si on a la volonté de réussir dans les deux, je pense qu'on peut le faire. Au prix de certains sacrifices, c'est sûr, mais je pense que c'est faisable. Certains sacrifices, tu entends les soirées BDE, les choses comme ça ou Oui, après, oui, grosso modo. de manière générale, sa vie privée, elle prend moins de place, on va dire, moins d'importance. Mais ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, et ce qui est bien en tout cas dans mon cas, c'est que mon associé, c'est aussi mon ami, et que ma vie privée, c'est aussi ma vie entrepreneuriale. Donc, au final, elle se mêle un peu, et du coup, moi, je le ressens pas trop. Ok, mais là, dans tes projets, je pense que tu arrives à gagner ta vie à peu près correctement. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Est-ce que c'est ce que tu veux faire après? En tout cas, je parle de web développement, je parle de projets futurs. Est-ce que tu veux continuer dans la tech ou peut-être tout simplement dans un autre domaine dans l'ingénierie? Si on parle de développement pur, moi, ce n'est pas réellement ma vocation. En fait, moi, je considère que la programmation, le code de manière générale, c'est juste un outil pour arriver à d'autres buts qui sont plus grands. Moi, je cherche vraiment, si mon entreprise continue de marcher le jour où je serai diplômé, de continuer là-dedans, en fait, et d'y aller à 100%. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de continuer ce qu'on fait aujourd'hui, mais à grande échelle. C'est-à-dire de vraiment aider les entreprises à se développer, mais pas que sur Internet. C'est aussi se développer en interne, en fait. On parle de scale. Et on connaît tous l'importance de la technologie aujourd'hui pour scale. Quand on est en entreprise de, 20 personnes ou 25 personnes avec des commerciales, des designers, des techniciens, etc. Il faut que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles aient des plateformes communes, des outils communs. Et c'est là où la tech intervient. Et c'est là où j'ai envie, moi, d'entreprendre en fait dans le futur après mon diplôme. Donc si je comprends bien, l'objectif à long terme en tout cas de Razorback, c'est bien d'optimiser les process de chaque entreprise pour en fait pouvoir scaler l'entreprise, c'est-à-dire lui permettre de faire un chiffre d'affaires bien plus gros avec la même proposition de valeur, mais juste de façon bien plus rapide grâce au digital, c'est ça? Exactement, c'est très exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec une entreprise, c'est qu'en fait on fait une sorte de diagnostic, on regarde un peu tous les process qu'ils font, tous les processus un peu physiques où il y a des fiches à remplir, des papiers, des Excel, etc. Et on essaie d'en faire quelque chose de plus automatique grâce à tous les outils qui existent sur Internet. Aujourd'hui il y a plein d'outils, on peut même scaler, je pense, une boîte sans écrire une ligne de code. Au vu des outils qui existent aujourd'hui. Les Google Drive, les choses comme ça, bien sûr. Les Google Drive, les Slack, les Pipefy, les Zapier, il existe plein d'outils aujourd'hui qui permettent de vraiment processiser une boîte sans écrire une ligne de code. Ok, mais du coup, là, dans l'optique en fait, que j'ai de ton objectif, en fait, j'ai l'impression que les études, c'est quand même un frein, un handicap à la chose, parce que tu dis après mes études, mais finalement, là, les études, c'est quoi la valeur qu'elles t'apportent aujourd'hui et comment tu les vois en quoi elles sont utiles pour l'instant? Je suis dans une situation assez spéciale en fait. Je sens que la question n'est pas celle que tu préfères non, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est assez spécial dans le sens où déjà je suis marocain qui vit en France, donc il me faut un titre de séjour déjà. Mais il n'y a pas que ça en fait. Les études, il y a effectivement une valeur ajoutée et peut-être pas assez grande ou pas assez. On va dire c'est pas le seul truc qui va me permettre de réussir dans ma vie, en tout cas comme je le veux. Mais c'est sûr que l'école, ça apprend plein de choses, mais peut-être que... Ouais, au cas où l'admin regarde ça, je vais pas te mettre dans la sauce. On va switcher cette question, il n'y a pas de problème. Ok. Outre Razorback, est-ce que tu as créé des petites entreprises, des petites activités, des muses à côté? Donc les muses, c'est des petites activités qui vont permettre de créer des revenus passifs, c'est-à-dire sans trop de travail, 1 à 2 heures par semaine, peut-être un peu plus bien sûr. Alors, est-ce que tu as créé des choses comme ça? Déjà, je pense qu'il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Il faut bien sûr, que sans trop de travail, on ne peut rien faire. Il y a toujours du travail à faire. C'est juste que oui, l'idée d'une muse, c'est de créer un revenu passif
donc un revenu qui ne nécessite pas forcément d'être là chaque jour et de travailler comme à temps plein en fait. Mais il y a quand même un investissement à faire au début pour pour installer tous les outils, etc. Et oui, effectivement, nous on fait des muses, mais on les fait toujours dans le cadre de Razorback. Ok. Donc avec mon associé, on a aussi d'autres personnes qui travaillent avec nous. Là aujourd'hui, on a recruté on va dire un collaborateur qui nous permet justement de s'occuper de ces passive income, donc ces revenus passifs là. En employé en CDI ou? Alors c'est pas en CDI, on va dire que c'est plus du freelance. Ah, ok. Parce que c'est vraiment des missions qui sont ponctuelles, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui est là H24. Et oui, effectivement, on essaie de développer des revenus passifs à côté, des muses, on va dire. Ok, bah, c'est vrai que je pense que c'est un peu indispensable par rapport à l'entreprise Razorback, parce que par définition, c'est une entreprise de service qui est difficilement scalable. Pour une entreprise de service, même très difficilement scalable. C'est un peu l'ironie du sort, une entreprise qui fait du scale, qui ne peut pas scale, mais c'est... Effectivement, la ressource humaine est très importante chez nous, donc on ne peut pas vraiment s'en passer et d'essayer d'automatiser les choses. On a vraiment besoin de la capacité de réflexion des gens avec qui on travaille, parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'aider les entreprises avec qui on travaille. Et pour l'instant, tes muses, tu les crées plus dans le e-commerce. On entend beaucoup parler du dropshipping, qui nous voit un peu du rêve sur YouTube. On va pas balancer les blazes. Mais c'est quoi le business model en général de tes muses? Et en quoi, c'est quoi ton process pour lancer chaque muse? C'est pas très compliqué. Si on parle de dropshipping aujourd'hui, je pense que je vais juste répéter ce que les gens disent un peu partout. C'est trouver une niche. Trouver une niche, c'est vraiment le point essentiel à mes yeux, parce que en fait, trouver une niche, pour moi, c'est tout. En fait, parce qu'au final, tout le reste, c'est plus dur. Tout le reste, c'est juste faire un site e-commerce, remplir les fiches, produits, les prix, etc. Tout ça, c'est assez facile. Hein. Ça se fait très facilement avec des outils comme Shopify ou WordPress, e-commerce, etc. Mais oui, il faut trouver la niche. Si on parle de dropshipping, juste de dropshipping, il faut trouver une niche, il faut trouver un produit qui se vend, un produit qui est voulu par les consommateurs que tu vises. Okay. Donc, oui, je pense que c'est l'étape primordiale. Et pour ça, en fait, il y a plus ou moins différentes techniques. On essaie un peu de voir les mots-clés qui sont le plus recherchés sur les sites comme Amazon, etc. Mais ça se fait aussi au feeling. Hein. Par exemple, récemment, on a lancé un site de dropshipping qui fait des coques d'AirPods. Ouais. Et ça marche plutôt bien. Donc ça s'est fait au feeling, parce qu'au départ, c'était pas vraiment un produit qui était très recherché sur Amazon ou quoi que ce soit. Hein. Déjà, on voit pas trop de monde avec des coques sur leurs AirPods. Mais on l'a lancé et ça m'a plutôt bien marché. C'est les coques AirPods où tu peux ranger les AirPods dedans, là, c'est ça? En fait, oui, il y a déjà une sorte de... les AirPods, ils ont déjà une sorte de récepteur... de truc où tu peux les mettre dedans, là. C'est une coque en plus, au fait, avec des petits designs, des trucs, des Hello Kitty. des petits accessoires, quoi. Ouais, et pour l'acquisition de trafic, tout ça se fait avec de la pub Facebook, de la pub Insta, je suppose, ce genre de choses? Ouais, alors nous, avant, on faisait pas trop de pub. On essaie vraiment de faire des choses assez organiques, parce qu'on connaît, au fil du temps, on connaît assez de monde, que ce soit sur des réseaux comme Twitter ou Instagram, qui peuvent nous faire des pubs, etc. Maintenant, ça, on l'a lancé vraiment en mode indépendant. Et du coup, on a vraiment investi en pub, mais c'est pas des gros investissements, hein, c'est des 400-500 euros maximum. C'est quand même des bons tests, 400-500 euros. C'est vraiment des bons tests, les gens ne se rendent pas compte. Il faut pas mettre des 1000 et des 1000 pour faire des pubs sur Google. Et oui, on commence par des petits échantillons, on essaie de viser des personnes, on regarde si ça marche pas. C'est beaucoup de tests au début, on fait beaucoup de tâtonnage. Mais oui, c'est très important d'investir, si c'est possible en tout cas, dans des plateformes comme AdSense. Ok. Et maintenant que t'es en France, à Lille, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 4 ans, c'est ma 4e année. Là. Donc c'est ta 4e année en France, donc loin de ta famille, loin de tes parents. Comment tu vis, en tout cas au début, d'être un peu isolé, quoi? Au début, t'es isolé, t'es dans un autre pays, pas le même climat, je pense que ça, tu le ressens. Comment tu vis ça en tant que immigré en France comme ça? Au début, c'est cool. Hein. Au début, on aime bien, je pense que tout le monde a dit l'indépendance, l'indépendance, vivre tout seul, avoir son appart. Surtout, tu commences à gagner c'est ça, mais après, on se rend compte très très vite des responsabilités qui viennent avec, des lourdes responsabilités qui viennent avec. Et oui, bien sûr que ça me manque d'être chez moi, etc. Mais je pense que je suis aujourd'hui dans un environnement qui me permet de faire ce que j'aime faire. Donc on a parlé de sacrifices au début. Je pense que ça fait partie des sacrifices justement qu'il faut
faire et qu'il faut accepter. Mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Ouais, ça va, je pense que... Ouais. Ça va, c'est pas non plus dramatique. On s'amuse bien. Exactement. Et tu comptes donc rester en France, je suppose, pour continuer tes activités après les études. Ouais, ok. Et tes parents, comment ils voient les activités, s'ils savent en tout cas, que tu mènes sur Internet, comment ils ont vu en tout cas le fait que tu aimes le code, les jeux vidéo, parce que c'est souvent mal vu, et finalement c'est ça qui te fait gagner ta vie aujourd'hui. Donc, moi ils ont pas, en tout cas quand j'étais petit, ils savaient pas trop ce que je faisais, hein. Pour eux j'étais juste devant mon ordi à jouer. Ils savaient pas trop un peu que c'était du code, que c'était quand même quelque chose, c'était un métier, etc. Pour eux, bon, c'était juste l'enfant qui joue sur son ordi. Ouais. Maintenant, au début, quand j'ai créé l'entreprise, ils étaient plus en mode ouais, il faut vraiment te concentrer sur tes études, ça vient après, etc. Mais je pense qu'au fil du temps, ils ont vu que c'est réel, hein, que il y a, on va le dire les choses correctes. T'as montré les chiffres. On va parler français. T'as montré les chiffres. On va montrer les chiffres. Et oui, effectivement, mon père aujourd'hui commence à accepter le fait que je travaille à côté, que je fasse mon propre business. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, qui viens d'une famille marocaine... très stable. Ouais, voilà, on cherche vraiment la stabilité, la sécurité. Mon père, il a été fonctionnaire toute sa vie, ma mère aussi. Donc, forcément, c'est des gens... qui ont vraiment l'idée de faire collège, lycée, préparation en école et en travail, tu vois. Ouais. Donc aller vraiment entreprendre, etc., c'est quelque chose qui est un peu... En fait, ils ont juste peur pour moi, tu vois. C'est pas quelque chose de... C'est un comportement très parental, très normal, mais je pense qu'au fil du temps, si on réussit, ils commencent à comprendre ce qu'on fait. Enfin, pas forcément ce qu'on fait, mais en tout cas, ils regardent, ils voient les retombées, les répercussions, les résultats. Ouais. Est-ce que, moi je voulais te demander, est-ce que maintenant ton père ou ta mère te met vraiment la pression, parce que parfois tu as eu des résultats moyens, est-ce qu'ils te mettent vraiment la pression, sachant que tu gagnes bien assez d'argent pour vivre, etc. Mais en fait, pour eux, au jour d'aujourd'hui même, hein, leur priorité numéro 1, ça reste mes études. Donc pour eux, même si à côté je peux faire une réussite même phénoménale, pour eux ça reste un side business, on va dire, enfin en tout cas un projet d'à côté. Pour eux ça reste les études qui restent primordiales, donc oui, c'est quand même une déception pour eux si les résultats scolaires ne sont pas satisfaisants. Ok, moi je vois. Et à long terme, comment tu vois l'évolution du business de Razorback à long terme? Tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu te projettes dans d'autres projets et dans des projets plus gros, quoi? Tu veux monter, je sais pas, une $1 billion compagnie, une start-up, rentrer à The Family, je sais que tu as des contacts là-bas, ces choses comme ça. Je pense que déjà avec The Family, il y a des projets qui se font, notamment un projet qui s'appelle Merci Internet, qui va bientôt être divulgué, hein, restez à l'affût. Ça va péter. Mais ouais, effectivement, je pense que le rêve de n'importe qui a grandi un peu dans la tech, etc., c'est vraiment la unicorn, tu vois, l'application unicorn qui va te rendre millionnaire ou milliardaire. Mais je pense qu'au fil du temps, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui vient de manière très, très hasardeuse, en fait. Il y a beaucoup de chance, quoi. Il y a beaucoup de chance. Je pense que je pense que personne ne fait une application et se dit, ça va péter, ça va me rendre milliardaire, tu vois. Si on redemande à Mark Zuckerberg de refaire un nouveau Facebook, il n'y arrive pas, je pense. Exactement. Il y a beaucoup de chance. C'est une question de contexte, de temps, de timing plutôt, et de chance. Il y a beaucoup de chances qui jouent. Il y a beaucoup de chances qui jouent là-dessus. Mais oui, du coup, aujourd'hui, Razorback, l'idée, c'est pas de créer une unicorn, mais si ça vient, on va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus. On essaie de développer certaines applications que c'est nos propres idées, tu vois. C'est pas de la prestation de service pour nos clients, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une optique où on essaie vraiment d'accompagner nos clients au maximum, de les aider au maximum, d'apprendre aussi, parce qu'on est vraiment en phase d'apprentissage. Hein. On apprend, parce que travailler avec des entreprises qui sont établis, qui ont une hiérarchie, etc. C'est pas la même chose que de travailler avec le mec qui fait des fringues et qui est connu sur Twitter, tu vois, c'est pas pareil. C'est parce que là t'as vraiment une direction, etc. Et c'est une façon plus corporate de travailler. Surtout que tu travailles parfois avec des gens bien plus vieux que nous, à savoir que là t'as quel âge, 21 21. Ouais. Exactement, des fois on se retrouve à travailler avec des gens qui ont le double, voire le triple de notre âge. Hein. Et d'ailleurs ça c'est un point très intéressant parce que je pense que quand on entreprend jeune, notre âge, au fait, c'est un peu un argument à double tranchant, parce que quand vous travaillez avec des gens qui sont du coup plus âgés, c'est soit en fait ils vont se dire ok, le mec il a 20 ans, il fait déjà ça, etc. Et que du coup... C'est-à-dire qu'il est chaud, quoi. C'est ça, et du coup ils vous accordent une certaine, on va dire une estime, et ils vous font confiance, ils écoutent vos idées, ou alors vous êtes un peu juste le mec qui va faire un site, quoi, tu vois.
Un peu le geek sur Minecraft Exactement, qui est tombé là par chance. Quoi. Exactement, donc c'est un peu un argument à double tranchant. Mais pour revenir encore une fois sur Razorback, l'idée c'est vraiment de continuer d'apprendre, continuer d'acquérir de l'expérience, c'est très important, et même au niveau du portfolio tout simplement, tu vois, pour ramener d'autres clients, c'est très important, et peut-être après voir si on se consacre uniquement à nos propres activités. Là, c'est aussi ça, un des gros avantages d'être étudiant entrepreneur, c'est que tu apprends très très vite, outre les stages, etc., tu apprends quand même très très vite à faire du business, à parler avec des gens qui sont dans le business, à manager. T'as déjà managé des équipes pour des projets de web. De petites équipes de 3-4 personnes au maximum, pas des grandes équipes, mais oui, effectivement, en tout cas, nous, dans notre formation, c'est vraiment l'idée c'est de manager des équipes dans le futur. Hein. Et oui, c'est quelque chose de très important de pouvoir avoir l'expérience de le faire dès aujourd'hui dans des vrais projets concrets. Et parce que après, c'est suffisant que Razorback ça n'existe plus. Si après je viens avec un CV où je dis voilà, j'ai fait ça, j'ai managé telle équipe dans le cadre de tel projet, bah, c'est quand même un point important. Bah, outre le diplôme, là, Razorback c'est quand même une grosse expérience là pour toi. Oui, ça fait. Je pense que tu vois, tout à l'heure on parlait de nos parents, etc. Comment ils réagissent par rapport au fait d'entreprendre. Je pense que tu vois, c'est un problème générationnel. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'un diplôme pour entreprendre. Clairement que non. Aujourd'hui, on peut faire vraiment lancer des business à partir de rien. Il suffit d'avoir des connaissances en fait. Et du coup, ces connaissances-là, elles sont vitales en fait. Et donc, il faut vraiment les acquérir d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il y a des gens qui choisissent le chemin de l'école, il y a d'autres qui choisissent le chemin d'entreprendre et faire que ça. Et moi, je fais un peu le juste milieu, quoi. Ouais. Je pense aussi qu'il y a pas mal de culture qui joue là-dedans. C'est-à-dire que moi, mes parents, enfin ma mère en tout cas, n'aime pas trop ça aussi, forcément, l'entrepreneuriat et les choses que j'ai fait dans le passé. Mais mon père m'a quand même pas mal poussé, mais toujours dans cette optique. Et il faut quand même continuer les études au cas où, tu vois. Ouais, ça reste toujours secondaire. En fait. Mais moi, mon père vraiment m'a vraiment beaucoup poussé sur ce genre de choses parce qu'il était lui-même entrepreneur dans le passé, même si maintenant il est prof, qui est vraiment le métier par excellence de la stabilité. Ouais, mon père m'a toujours poussé, mais c'est toujours les études, tu vois. Ouais, c'est normal. Moi, je pense que un point important en fait, quand tu as parlé de culture, il faut savoir être curieux. Parce que la curiosité, en fait, elle t'ouvre plein de portes. Parce qu'elle te permet d'aller... Quand tu es curieux, quand tu veux savoir pourquoi ça marche, pourquoi cette entreprise-là, elle a fait tel chiffre, etc. En fait, tu commences à chercher et c'est ce processus de recherche, en fait, qui peut te mener à d'autres chemins que tu n'avais pas forcément prévus et qui peut vraiment t'aider dans ta carrière de manière générale. Donc, être curieux, avoir le réflexe de toujours chercher, d'essayer de comprendre les choses, c'est très important dans, on va dire, l'entrepreneuriat. Toi aussi, ça t'arrive du coup de bouger de la tech, t'as une question, bien sûr. T'as une idée comme ça, et tu vas te renseigner sur Open Classroom ou d'autres sites, bien sur l'aéronautique, je sais pas, un peu, t'achètes des livres, des choses comme ça, les bouquins d'ailleurs. Il faut toujours, oui. Nous, en fait, ce qu'on fait avec mon associé Louis, en fait, on fait des wishlists sur Amazon, ouais. Où il met un peu ses livres, je mets un peu les miens, etc. Et après, on achète ça, on lit ça, on s'échange les livres. Mais il faut vraiment rester dans cette optique de veille active et de vraiment... On a aujourd'hui la chance d'avoir des réseaux sociaux vraiment très très puissants. Je pense surtout à Twitter qui permet en fait d'être à jour dans n'importe quel domaine en fait. Aujourd'hui, il suffit de t'abonner à 2-3 comptes, je peux en citer, TechCrunch, etc. Et tu vas vraiment avoir eu beaucoup d'informations en fait que si tu arrives à les utiliser correctement, tu peux en faire quelque chose de spécial en fait. Et tu peux vraiment te lancer, même si tu as zéro connaissance, en lisant petit à petit, en restant actif, en fait juste une veille active de 15 minutes chaque matin en fait dans le métro, ça permet de rester à jour. Et c'est très très important parce que le monde il évolue à une vitesse phénoménale. Moi ce que je faisais à propos de Twitter, c'était j'avais entendu un podcast de Oussama Hamar qui disait que lui, il se désabonnait de tout le monde pendant une semaine et il se réabonnait juste à un sujet particulier, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu vois un peu la technique. Et en fait, un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, de la tech, etc. Donc moi, j'ai fait ça sur le nucléaire, j'ai fait ça sur l'aéronautique, j'ai fait ça... Enfin, on reste dans les domaines de l'ingénierie, mais ça m'a quand même permis d'apprendre des trucs que jamais j'aurais su, tu vois. Ouais. Malgré qu'on soit quand même dans une école d'ingé, j'ai appris des trucs sur le nucléaire incroyables. Bien sûr, mais en fait, il faut pas rester dans une posture passive où on attend que l'information elle vient vers nous. Même dans une école, en fait, oui, dans une classe, t'as un professeur qui va te dire des trucs, mais il y a toujours des choses en fait qu'il faut aller chercher toi-même.
si on fait l'analogie avec en cours de classe. Mais ça marche aussi dans la vraie vie normale, hein. Il faut toujours aller chercher les choses, hein. Les choses, elles ne viennent pas vers nous en fait, comme ça gratuitement, hein. Est-ce que, une petite dernière question, est-ce que maintenant tu te considères comme inemployable à la fin de tes études, comme quelqu'un de trop indépendant, on va dire, pour avoir un petit CDI pépère, un peu chiant, quoi. Qu'au vu de ma personnalité, moi, en fait, si je me mets dans un cadre CDI, 8h, 19h ou 8h, 18h chaque jour, je pense que je serais frustré toute ma vie, tu vois. Pour moi, je suis pas inemployable, mais en tout cas, c'est vraiment un scénario que je veux éviter le maximum. Ouais. Je veux vraiment rester indépendant parce que je pense qu'en tout cas, c'est faisable déjà. Et parce que c'est beaucoup plus de plaisir, en tout cas, de construire quelque chose de soi-même et de travailler pour soi-même. Parce que notre temps, j'estime qu'il est... qu'il est inestimable. C'est la meilleure ressource qu'on a. Voilà, pour moi, travailler dans un CDI, c'est vendre son temps en fait à un taux horaire qui reste misérable, je trouve, hein, par rapport à ce que l'entreprise va faire après. Donc oui, je veux rester indépendant en tout cas. Donc là, si on te met dans une entreprise random de conseil, là c'est mort. Tu craques en combien de temps? Allez, 2 semaines? Non, pas des semaines, mais je pense qu'au bout de 3 mois, ça commence à devenir difficile. Ok, merci Eman. Il n'y a pas de souci. Allez. Merci d'avoir écouté Inemployable, même si je doute qu'il y ait encore des personnes jusqu'ici. La meilleure façon de me soutenir, c'est de s'abonner sur sa plateforme de podcast et de me laisser une évaluation, 5 étoiles si possible. Et sur ce, je te dis à la prochaine. La bise.